Que se passe-t-il en Asie de l'Ouest? Nous avons appris que ces 12 dernières heures, une énorme quantité d'armes est envoyée au Moyen-Orient et tout le monde se prépare. Nous avons eu la deuxième série de négociations entre les États-Unis et l'Iran à Genève, avec la médiation des Omanais. Après les négociations, nous avons entendu des deux côtés, américains et iraniens, que le résultat était plutôt positif. Et voici ce que J.D. Vance a dit à propos de cette deuxième série de négociations. La négociation, je dirais ce matin, vous savez, d'une certaine manière, elle s'est bien passée. Ils ont accepté de se revoir ensuite. Mais d'un autre côté, il était très clair que le président a fixé certaines lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître ou à aborder. Donc nous allons continuer à travailler dessus. Mais bien sûr, le président se réserve la possibilité de décider quand il estimera que la diplomatie est arrivée à son terme naturel. Nous espérons ne pas en arriver là, mais si c'est le cas, ce sera la décision du président. Oui, et Scott, vous examinez la situation sous l'angle de l'armée et de ses mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran, en tenant compte des États-Unis. Tout semble indiquer que quelque chose d'important va se produire. Quelle est votre évaluation de la situation actuelle? Si vous vous souvenez, lorsque Donald Trump a promis aux manifestants iraniens en janvier que de l'aide était en route, beaucoup pensaient que les États-Unis allaient lancer des frappes militaires visant les infrastructures de sécurité iraniennes, soi-disant pour empêcher les Iraniens de tuer des gens dans les rues. Mais en réalité, il s'agissait de réduire la capacité du gouvernement à réagir à ce soulèvement. Le président avait été informé à l'époque que nous ne disposions pas de forces militaires suffisantes dans la région pour atteindre cet objectif, ou pour nous protéger d'une riposte iranienne, frappes de missiles et autres. Une nouvelle réalité s'est donc imposée, et nous avons dû appuyer sur le bouton pause. Maintenant, si vous comprenez ce que je viens de dire, que les États-Unis étaient vulnérables, que leur base était vulnérable à une action militaire iranienne, cette vulnérabilité existe toujours à l'heure actuelle. Les États-Unis déploient actuellement une quantité considérable de puissance militaire dans la région, sur des bases qui sont elles-mêmes vulnérables à une attaque iranienne. En vertu de l'article 51, selon la doctrine caroline de la légitime défense préventive, l'Iran a pleinement le droit de détruire ses avions américains à leur arrivée, car il s'agit d'une menace imminente. Nous allons donc maintenant à Genève. Nous entamons des négociations. Qu'y a-t-il de positif? L'Iran va nous accorder 2 semaines pour examiner les options. Ils reviendront ensuite. Nous avons convenu d'un cadre de discussion. Ce ne sont que 2 semaines pour que les États-Unis rassemblent tous les moyens nécessaires. La première chose que nous avons faite a été de déployer les missiles, les systèmes de défense antimissiles, THAAD, Patriot, et maintenant, nous déployons la capacité de frappe. Lorsque nous aurons le feu vert, à la fois pour la défense antimissile et la capacité de frappe, le président appuiera sur la gâchette, car nous n'avons aucun intérêt pour une issue diplomatique avec l'Iran. Pourquoi le gouvernement iranien ne l'a-t-il pas encore compris? Je ne sais pas. Notre but, notre objectif, a toujours été le changement de régime. Je pense simplement que l'Iran s'est laissé berner par un cycle de diplomatie et s'en trouve distrait. En s'asseyant, en essayant d'élaborer un cadre autour duquel ils peuvent faire avancer les négociations. Pendant ce temps, les États-Unis déploient une capacité militaire pour faire quoi? Nous savons désormais que si nous devons combattre l'Iran, il est indispensable de neutraliser très tôt la capacité de lancement de missiles balistiques iraniens. Pour cela, il faut exactement le type de combinaison d'appareils que nous avons en préparation. F-35, F-15, F-16,
F-22. Et nous allons lancer le Gorilla Package, des Gorilla Package. Le Gorilla Package était le raid mené dans l'ouest de l'Irak au début de la guerre du Golfe pour détruire les rampes de lancement fixes irakiennes que tout le monde pensait destinées à frapper Israël. Nous allons intervenir et commencer à frapper tous les opérateurs connus de missiles balistiques iraniens. Nous allons couvrir le ciel iranien 24 heures sur 24 pendant une semaine. Une campagne aérienne ininterrompue, de jour comme de nuit. Si un missile quitte sa cachette, nous allons le frapper. C'est le plan. Et pendant que nous faisons cela, nous allons faire exploser l'Iran. Quand on regarde ce qui s'est passé en décembre et en janvier, c'est très clair. Nous savons ce qui s'est passé. Les États-Unis, la CIA et d'autres ont infiltré plus de 100 000 terminaux Starlink en Iran. Ces terminaux Starlink sont utilisés pour créer une réalité de communication alternative. Communiquer à l'intérieur, infecter les esprits des gens, les utiliser pour recruter des structures cellulaires. L'Iran a montré une certaine capacité à réprimer et intercepter cela, mais au final, ils n'ont saisi que des centaines, peut-être quelques milliers de terminaux. Nous parlons d'environ 70 000 à 80 000 terminaux encore en service, équipés d'un logiciel israélien spécial conçu pour éviter la détection, un Starlink à saut de fréquence, de type militaire. Cela signifie qu'il existe un immense potentiel pour provoquer davantage de troubles civils, des troubles civils violents. Ainsi, les Américains prévoient de bombarder l'Iran, de déclencher des manifestations massives, des manifestations violentes, de réprimer le régime et de procéder à un changement de régime, y compris en tuant le guide suprême, en tentant de tuer le président, en éliminant la direction. C'est pour cela que Jared Kushner... Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les Iraniens acceptent même cela. Ils auraient dû le virer de là. Si j'avais été le délégué iranien, dès que Jared Kushner se serait assis, j'aurais dit « Est-il vrai que vous avez rencontré des dirigeants de l'opposition iranienne aux États-Unis avant de venir ici pour planifier un futur gouvernement iranien? Oui? Dégagez d'ici. Nous ne traiterons pas avec vous. Nous ne traiterons avec personne qui pense qu'il y aura un futur gouvernement d'Iran. Si c'est la position des États-Unis, ces négociations sont terminées. Et si vous envoyez un autre putain d'avion, excusez mon langage, si vous envoyez un autre avion au Moyen-Orient, nous l'abattrons de manière préventive. Je veux dire, l'Iran se prépare à l'échec dans cette affaire. Ils négocient avec un homme qui complote délibérément contre eux, ce qui signifie qu'ils ne négocient pas de bonne foi. Il faut le comprendre. Si Jared Kushner prépare un gouvernement de transition, comment pourrait-il négocier de bonne foi? Il ne le fait pas. C'est juste pour gagner du temps. Et J.D. Vance a en quelque sorte tout abandonné, en prétendant qu'il s'agissait de diplomatie, mais en disant d'emblée non. Nous allons appuyer sur la gâchette. Et nous allons le faire avant 2 semaines. C'est mon évaluation de la situation actuelle. Je pense que les États-Unis préparent l'Iran à une guerre massive. Maintenant, savoir si cette guerre réussira est une autre question. Je ne dis pas qu'il y a une garantie de succès. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui hésitaient à propos d'une guerre avaient fixé des conditions et que ces conditions sont en train d'être remplies. C'est un peu comme ce que nous avons vécu pendant la guerre du Golfe, lorsque le général Schwarzkopf ne voulait pas déclencher la guerre terrestre trop tôt. Je crois que nous avions 5 critères à remplir concernant la neutralisation de la garde républicaine irakienne. Et nous avions un tableau au mur indiquant le rouge pour non, le jaune pour peut-être et le vert pour feu vert. L'objectif était d'obtenir tout en vert, ce qui signifiait que nous pouvions lancer la guerre terrestre. Je me souviens qu'au fur et à mesure, on en est venu à l'évaluation des dégâts. Combien de cibles avaient été détruites? Et Schwarzkopf commençait à s'impatienter parce que des gens comme moi disaient que certaines choses n'avaient pas encore été détruites.
like me were saying, well, we ain't destroying certain things. So finally, they just went, we're going to change the way we calculate. Alors finalement, ils ont simplement dit, nous allons changer notre méthode de calcul. Plus d'analyse. Nous allons juste faire des chiffres. Si nous larguons X bombes, nous pouvons supposer qu'un certain pourcentage est détruit. Ding-dang. Les voyants changent. La guerre commence. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais ce que je dis, c'est que c'est ce qui se passe maintenant. Il y a quelque part au Pentagone un tableau avec tous les voyants verts pour les choses qui doivent se produire. Et quand ils seront tous au vert, on dira au président de lancer. Mais l'objectif du président est de trouver une solution diplomatique. La diplomatie, dans la pratique passée, est une détermination de l'action future. Qu'avons-nous fait en juin? Nous avons promis aux Iraniens des négociations. Nous les avons bercés dans un faux sentiment de complaisance, puis nous les avons bombardés. En ce moment, nous avons l'Iran engagé dans des négociations. Nous avions ce qui semblait être un résultat très positif. Araghchi a dit « Oh, c'est positif, nous rentrons et nous allons travailler sur ce cadre. » C'est un mensonge. Il n'y a ni cadre, ni bonne intention, ni issue diplomatique. Il y a un plan de changement de régime. La diplomatie, la perfidie que nous menons avec l'Iran, fait partie de ce plan. Les endormir dans un faux sentiment de sécurité, les amener à baisser la garde. Et puis, quand tous les feux passeront au vert, et ils vont passer au vert très bientôt, nous frapperons l'Iran durement. Scott, je crois vraiment que cette idée selon laquelle une attaque contre l'Iran provoquerait un immense chaos là-bas est, à mon avis, complètement illusoire. Cela n'arrivera pas. Cela aura l'effet totalement inverse sur le peuple iranien. À mon sens, cela va créer une forme d'unité que nous n'avons pas vue depuis longtemps, peut-être même plus forte que celle que nous avons observée pendant la guerre de 12 jours. Je ne suis pas en désaccord avec toi, mais juste pour te donner un contrepoint. Je suis d'accord avec toi, mais cette unité aura un prix. Parce que cette fois, encore une fois, où était l'armée de libération du Baloutchistan en janvier? Tu ne les as pas vus courir partout, n'est-ce pas? Où était le PJAK? Les Kurdes conduisaient-ils leur pick-up? Non. Où étaient les Moudjahidines al-Kaq? Leurs cellules étaient-elles mobilisées dans les rues, tirant sur les gens? Et les cellules monarchistes, et les Arabes d'Avaz, et les Lurs et les Azéris. Tous ces groupes que nous avons armés au fil des ans, ils étaient tous silencieux. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le peuple iranien croit réellement au système qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas parfait, mais c'est un système en lequel il a confiance. C'est un système avec lequel il se sent à l'aise, car c'est une démocratie représentative. Je pense que ceux qui analysent l'Iran passent à côté de ce point essentiel. Les Iraniens se sentent véritablement responsabilisés et représentés par la manière dont ils participent aux élections. Mais le fait est que, encore une fois, je fais référence à ces 80 000 terminaux Starlink. Il y a un pourcentage d'Iraniens qui ne croient pas en ce système, qui veulent qu'il change. Et on leur dit que c'est le moment de décider, que c'est maintenant. C'est le moment, l'occasion unique dans une vie de le faire. Je pense qu'ils vont sortir et je pense qu'ils vont incendier les villes iraniennes. Je pense que le peuple iranien se rassemblera et qu'il y aura du sang dans les rues. Ce sera horrible, dévastateur. Je ne pense pas que les opposants au régime réussiront, car même si vous tuez Ali Khamenei, et je crois que nous allons tuer Ali Khamenei, je pense qu'il est déjà un homme mort. Je pense qu'il sait qu'il est un homme mort et qu'il est en paix avec cela. Mais l'Assemblée des experts a déjà choisi le prochain dirigeant. Et si nous le tuons, il y aura quand même un successeur, car le guide suprême n'est pas un culte de la personnalité. Le guide suprême est une fonction religieuse essentielle à la République islamique, et la République islamique la pourvoira.
Il en va de même pour la présidence. Sur le plan constitutionnel, c'est la Constitution qui déterminera l'issue. Nous ne faisons pas confiance à la Constitution parce que nous ne croyons pas en la République islamique. Nous ignorons cette réalité. Et cette ignorance nous permet de croire que nous pouvons mener une attaque de décapitation sans qu'elle soit suivie d'un remplacement. Nous ne respectons pas la résilience de la République islamique, ni celle du peuple iranien. Donc je ne suis pas en désaccord avec toi. Mais mon problème, c'est que oui, le peuple iranien se mobilisera, mais que restera-t-il? C'est ça la question. Je n'ai aucun doute dans mon esprit que nous échouerons dans notre objectif de faire s'effondrer la République islamique. Mais les conséquences pour le peuple iranien, pour la région dans son ensemble et potentiellement pour le monde seront énormes. Parce que, vous savez, je pense qu'il y a une chance sur 2 que nous puissions neutraliser une grande partie des capacités de missiles balistiques de l'Iran. Une chance sur 2. Cela ne veut pas dire que l'Iran ne ripostera pas. Mais par exemple, pour retourner Tel Aviv sans dessus-dessous, il faudrait un bombardement soutenu de missiles sur la durée. L'Iran n'est peut-être pas en mesure de le faire. Il se peut qu'ils envoient 1 ou 2 missiles par jour qu'ils parviennent à lancer discrètement. Abattre les champs pétrolifères saoudiens serait la même chose. Cela nécessiterait un bombardement soutenu. Je pense que l'Iran pourrait avoir du mal à mener les tirs soutenus nécessaires pour atteindre les résultats indispensables à une victoire iranienne. Mais je crois qu'il y en aura suffisamment pour être dévastateur. Ce qui va se passer, c'est que le régime iranien survivra. L'Iran sera dévasté. La région sera dévastée. Les États-Unis seront humiliés. Et voici pourquoi. Je peux presque garantir qu'à la fin de ce conflit, tout le monde dira « c'était une guerre qui aurait dû être évitée », ce qui est précisément la raison pour laquelle elle doit l'être. Mais pour l'éviter, nous devons être honnêtes. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'orgueil. Les Américains ne peuvent pas se cacher derrière la fierté qui dit « nous sommes l'Amérique, nous sommes invincibles, nous pourrons protéger notre puissance sans être remis en question ». Nous allons subir des pertes, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous allons subir des pertes et nous n'allons pas atteindre le résultat que nous souhaitons. Cela nous fait paraître faibles. L'Iran va être dévasté en tant que société et en tant que nation. Cela va entraîner, vous savez, des conséquences horribles sur le plan économique et mondial, à un moment où l'économie mondiale est déjà en transition et vacille. Abattre l'un des piliers essentiels de la sécurité énergétique. Certains diraient le pilier essentiel de la sécurité énergétique. Vous savez, l'Europe, l'Europe sera une fois de plus jetée dans les égouts de la vie en se rendant elle-même insignifiante. Où est la voix de l'Europe pour tenter d'arrêter cette guerre? Au lieu de cela, elle murmure son soutien à celle-ci. Où est l'AEA dans tout cela? Je veux dire, il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il s'agit de l'avenir du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Si les États-Unis lancent une frappe contre l'Iran, cela signifie que le traité sur la non-prolifération devient dénué de sens. C'est ce qu'Araghchi a déclaré hier à la conférence sur le désarmement avant sa négociation. Qu'il est essentiel que l'Iran soit autorisé à faire ce que le traité lui permet de faire. Et il est essentiel que les États-Unis respectent leurs obligations, non seulement en éliminant leurs propres armes nucléaires, mais aussi en s'abstenant de menacer une autre nation. En somme, une attaque contre l'Iran bouleverserait l'ordre mondial tout entier. Cela aura des répercussions qui iront bien au-delà de l'Iran et de la région. Il y aura des répercussions mondiales. C'est pourquoi cette guerre doit être arrêtée. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a tout simplement aucune voix écoutée par l'administration Trump criant « Ne faites pas ça ». Je suis vraiment déçu par la génération des milléniaux aux États-Unis. Les milléniaux américains, où êtes-vous? Ils restent silencieux face à la mort du désarmement.
Ils restent silencieux face à cette guerre d'agression qui s'apprête à être menée contre l'Iran. Ils ignorent les conséquences. Ils sont totalement détachés de la vie. Et vous savez, on peut en discuter si vous le souhaitez. Vous savez, ils ne savent pas ce que cela signifie d'être américain. Ils ne savent pas ce qu'est la Constitution. Ils ne comprennent pas l'importance, vous savez, du fédéraliste numéro 10 et du fédéraliste numéro 51. Le danger des factions et le danger de la tyrannie de la majorité. Ils ne comprennent pas les débats qui ont eu lieu à la naissance de cette nation et qui ont rendu cette république constitutionnelle viable. Et donc, les choses contre lesquelles nous avions mis en garde, les choses que nous avions conçues pour empêcher qu'elles ne se produisent, se sont réalisées. Ils se sont fragmentés en factions et se sont désengagés de leur devoir de tenir pour responsable un exécutif hors de contrôle, si bien que nous avons dérivé vers le domaine de la dictature et de la tyrannie. Et ils restent silencieux. C'est choquant, vraiment. Enfin, je me suis un peu éparpillé sur ce sujet. Voyez-vous des avions de chasse dans l'espace aérien iranien? Vous savez, en train de combattre des avions iraniens, ce que possède l'Iran. Voyez-vous ce genre de combat se dérouler en Iran? Les États-Unis ne sont pas Israël. Israël est une puissance militaire à capacité limitée. Nous sommes une puissance militaire à capacité illimitée. Je ne dis pas que l'Iran est sans défense. Comme je l'ai déjà dit, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Je veux dire, on peut avoir un plan, mais regardez ce que nous avons fait avec l'Irak. D'après ce que j'ai appris, notamment de Ted Postol, ces avions de chasse sont beaucoup plus vulnérables face au système de défense aérienne. C'est pourquoi ils sont si... Enfin, je ne sais pas trop comment le dire. Mais Ted Postol doit comprendre, et je suis sûr qu'il le fait. J'aime beaucoup Ted Postol, que nous le savons aussi. Je suis un type qui se préparait à la guerre, d'accord? Je me prépare à la guerre en étudiant mon ennemi. J'étudie les forces de mon ennemi, j'essaie de trouver ses faiblesses et je développe des tactiques pour intervenir. Je ne monte pas sur le ring sans avoir regardé des vidéos du boxeur et sans comprendre quelle sera ma stratégie. Nous connaissons les capacités de l'Iran. Nous les surveillons. L'une des grandes surprises qui a émergé en juin, et je pense que cela a autant surpris l'Iran que moi, a été le fait que la DARPA avait passé une décennie ou plus à examiner les vulnérabilités des conduits d'aération de l'installation de Fordo. Pensiez-vous vraiment qu'il y avait un scientifique qui avait découvert la vulnérabilité et comment faire tomber une bombe dans ce conduit, puis une autre dans celui-là? Non. Nous étions tous là à dire « Il n'existe aucune bombe conventionnelle capable de la détruire ». Je le disais moi-même. D'autres le disaient aussi. Il s'est avéré qu'il existait bien une bombe conventionnelle capable de le faire, car les États-Unis avaient passé une décennie à investir des ressources considérables dans cette mission précise. Il n'existe aucun système d'armes iranien dont les États-Unis n'aient pas connaissance. Et si nous en sommes conscients, c'est que nous cherchons une solution. Cela ne veut pas dire que nous l'avons. Cela veut dire que nous en cherchons une. Nos forces armées ne déclencheront pas une frappe contre l'Iran à moins d'être certaines de disposer d'une réponse adéquate à tout ce que les Iraniens pourraient faire. Nous ne voulons pas être pris par surprise. Nous ne voulons pas déclencher un conflit d'une telle ampleur pour ensuite dire « Mon Dieu, nous ne l'avions pas vu venir ». Maintenant, il se peut que ce soit « D'accord, nous avons vu ça. Le plan A n'a pas fonctionné. Le plan B n'a pas fonctionné. Bon sang, ça n'a pas marché. Très bien, mais au moins, nous avons un plan.
All right, but then we have a plan. What happens if that doesn't work? What's our counter plan? Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas? Quel est notre plan de rechange? C'est ce que fait la planification militaire. Nous nous préparons donc à la guerre. Une guerre d'une ampleur que les États-Unis sont tout à fait capables de mener. Nous déployons les ressources nécessaires pour y parvenir. Et ce ne sera pas une guerre fondée uniquement sur le plan militaire. Il y a déjà un aspect de guerre de l'information en cours en ce moment. Je veux dire, les esprits des Iraniens sont en train d'être empoisonnés. Des cellules sont mobilisées. Espérons que le régime de sécurité iranien surveille cela et est prêt à intercepter et tout le reste. Mais je dis que cette guerre se mènera à de multiples niveaux. Et rester là à dire que nous ne pouvons pas pénétrer en Iran parce qu'ils ont des S-400 ou des S-300 pour telle ou telle raison n'est pas réaliste. Nous avons une solution pour le S-400. Nous avons une solution pour le S-300. Ce n'est pas un système qui nous est inconnu. Que notre solution fonctionne ou non, je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme si nous allions intervenir et être pris par surprise par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Nous avons la capacité d'effectuer des frappes de précision à longue distance qui ne peuvent être interceptées par rien de ce que possèdent les Iraniens. Donc nous pouvons neutraliser autant de cibles que possible. J'ai également été troublé par quelque chose qui est apparu en janvier, les drones. L'opposition lançait des drones contre des cibles iraniennes, des drones locaux. Y a-t-il un autre réseau de drones dont nous n'avons pas connaissance? Y a-t-il une autre capacité que nous ignorons? Je ne mentionne cela que parce qu'en connaissant les planificateurs militaires et la réticence qu'ils ont montrée par le passé à lancer une attaque contre l'Iran, il doit y avoir une raison pour laquelle ils sont prêts à le faire cette fois-ci. Et la raison, c'est qu'on leur a dit que nous avions des solutions aux problèmes existants. Encore une fois, que ces solutions fonctionnent ou non, que nous ayons correctement identifié les problèmes ou non, je n'en sais rien. Mais je ne pense pas que cette fois, nous puissions simplement dire non. S'il y avait une raison pour que les gens s'opposent à cette guerre du point de vue des résultats, ils le diraient. Le fait que des personnes habituellement réticentes semblent dire « Très bien, je pense qu'il est temps d'y aller », signifie qu'il existe un certain degré de confiance aux États-Unis qui ne se limite pas à celle des Lindsey Graham, des Tom Cotton et des commentateurs. C'est la confiance de professionnels militaires qui étaient auparavant hésitants, mais qui, cette fois, semblent dire « Eh bien, si nous devons le faire, alors je pense que nous pouvons réussir. »